Miroir, miroir, épisode 12. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Laura Nsafou, plus connue sous le nom de Mrs Roots. Elle est blogueuse, afroféministe et écrivaine, notamment auteure de À main nue aux éditions Synapse et du livre pour enfants à succès, comme 1 million de papillons noirs. Ensemble, nous allons évoquer l'impact que peut avoir la littérature jeunesse sur le développement de l'estime de soi, mais aussi comment faire pour que ces livres soient plus inclusifs et plus représentatifs d'une certaine réalité. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer rapidement qu'est-ce que l'afroféminisme et pourquoi c'est important pour vous ? Waouh, la deuxième question est plus compliquée que la première. Alors l'afroféminisme, déjà, c'est un mouvement de lutte visant l'émancipation des femmes noires, mais surtout mettre en avant une discrimination dont elles sont victimes, que ce soit sur le plan économique, social et politique, mais aussi de mettre en avant un mouvement d'émancipation pour ces femmes-là. L'afroféminisme quand même étant dans un contexte quand même très européen et français, et qu'on a tendance quand même à différencier du black feminism. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'encore aujourd'hui, des femmes subissent plusieurs discriminations du fait de la corrélation entre le fait d'être une personne noire, une femme, en plus avec la dimension de sa classe sociale, selon comment elle se situe, et évidemment ça peut aller plus loin avec la question de l'handicap, d'orientation sexuelle, etc., etc. Et donc c'est la corrélation de toutes ces parties-là qui font qu'elles font face à des oppressions très spécifiques et qui demandent aussi une réponse en fait, que ce soit légale ou médicale, etc., spécifique. Votre livre pour enfants, comme 1 million de papillons noirs, donc à partir de 4 ans, c'est bien ça ? C'est ça. Raconte l'histoire d'Adé, une petite fille noire qui n'aime plus ses cheveux parce que ses camarades se moquent d'elle. Pourquoi avoir choisi cette thématique spécifique ? Alors, il faut savoir en fait que c'est les éditions Billy Bock, donc une maison d'édition qui a publié la première édition, qui m'avait proposé en fait de faire un livre pour enfants par rapport juste au titre, comme 1 million de papillons noirs, qui est une citation de Toni Morrison, et qui dans le livre de Toni Morrison Délivrance décrit l'afro d'une femme noire comme l'envol d'1 million de papillons. Donc il y avait déjà un peu la dimension il y avait déjà cette image en fait qui était présente. Maintenant la question c'était qu'est-ce qu'on pouvait créer à partir de ça, et sur ce point-là j'avais carte blanche. Et je me suis tout simplement inspirée de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que, à 8 ans, moi-même, j'étais victime de moqueries à l'école, en primaire, pour mes cheveux. Et donc, j'ai dit à ma mère un soir, j'aimerais que tu défasses mes nattes, sans lui dire ce qui m'était arrivé. Et elle a évidemment deviné que ça n'était pas venu de nulle part, et donc elle m'avait dit non, parce que je devais m'accepter telle que j'étais. Et que avant d'avoir ces moqueries-là, j'appréciais mes cheveux tels qu'ils étaient, quoi. Ils sont très beaux, par ailleurs. Merci. Et donc j'avais vraiment aussi cette volonté finalement de recréer ça, puisque c'est quelque chose qui est très récurrent en fait dans la vie des femmes noires et des petites filles noires, surtout dans un contexte occidental et encore plus qu'on est dans une ville majoritairement blanche. Ces expériences existent en fait, et il n'y a pas de support qui adresse ça en littérature jeunesse, sans compter l'invisibilisation que l'on connaît pour les enfants racisés dans ce type de littérature. Donc voilà, il y avait tout ça que je voulais mettre dans un livre, afin déjà d'inspirer une estime de soi pour ces petites filles, mais aussi d'avoir quelque chose en fait qui puisse leur dire que elles aussi elles ont une héroïne qui leur ressemble, elles aussi elles ont une héroïne qui leur renvoie leur beauté, et cette beauté peut passer autant par Adé que par les petites filles qui l'accompagnent dans la classe, que par les tantes, que par la mère, etc., etc. Alors, le livre est un carton, donc souvent en rupture de stock avec beaucoup de réimpressions, et tout le monde en parle. Comment expliquez-vous ce succès ? Je ne l'explique pas. C'est-à-dire que j'étais consciente, et c'était aussi le cas de ma première éditrice chez Billy Bock. On était consciente du besoin qu'il y avait. C'est-à-dire que ce soit sur la question de la représentation des enfants noirs en littérature jeunesse, ou sur les questions de représentation d'autres groupes minorisés, il y a des manques. La littérature jeunesse française actuelle ne représente pas la population française. Et donc, en partant de ce constat-là, de la même manière que moi, j'ai dû me construire
en fait, sans ce type de média-là, je savais que c'était toujours le même problème aujourd'hui, en fait. Donc, on se doutait qu'il y avait une attente, on se doutait qu'il y avait une demande, on se doutait aussi que, à force de négliger un lectorat qui n'est pas justement une personne blanche, masculine, valide, etc., finalement, il y avait toute une frange de la population qui n'est pas pensée comme lecteur. Tout ça, on le savait. Après, c'est vrai que vu des accusations de communautarisme que je pouvais entendre déjà en étant très active sur ces questions-là en tant qu'afroféministe, je pensais qu'il y aurait quand même une certaine réticence vis-à-vis de ce livre et qu'il y aurait une vraie difficulté à concevoir qu'en fait l'histoire d'Adé est aussi très universelle et n'empêche aucune identification par rapport à l'histoire, par rapport à des thèmes plus larges comme le harcèlement scolaire ou des choses comme ça. Et donc, à ma grande surprise, on a eu énormément de soutien. Donc déjà, d'une part, lors de la campagne Ulule qu'on a initiée pour lancer le projet, les premiers exemplaires, mais surtout un soutien qui venait autant des familles afrodescendantes que des familles ne l'étant pas, parce qu'il y avait tout simplement des personnes qui voulaient avoir une bibliothèque représentative pour leurs enfants, et surtout aussi des bibliothécaires, du personnel scolaire, que ce soit aussi des éducateurs, des psychothérapeutes aussi. En fait, toutes ces professions qui sont liées au domaine de l'enfance, eux-mêmes étaient démunis parce qu'ils n'avaient rien à montrer en fait quand ils étaient face à des enfants afrodescendants qu'ils devaient accompagner. Donc voilà, je savais qu'il y avait une demande. Après, à savoir que ça allait aller aussi loin et vite, rapidement, je suis dépassée. Je suis dépassée. Et pourtant, c'était pas forcément gagné parce que, comme vous l'expliquiez, avant, vous étiez chez Billy Bock. Ouais. Et donc, la maison d'édition a fermé pour X raisons, mais notamment sans doute financières. Et entre le moment où vous avez été reprise par Cambourakis, il y a eu plein de refus de la part d'autres maisons d'édition qui... Ouais. Qu'est-ce qu'elles vous disaient ? Alors en fait, il y avait deux motivations de refus. La première, qui est tout à fait légitime, c'est que déjà, je proposais un produit fini. Donc sans aucune modification, c'est-à-dire que le travail de Barbara Brun au niveau de l'illustration n'allait pas bouger, on n'avait aucune volonté de faire de modifications par rapport au texte. Donc en gros, on demandait un peu à des lignes éditoriales qui n'avaient pas du tout, même en termes de style en fait, ou même en termes de proposition de type de livre, ils n'étaient pas dans cette direction-là, et donc on leur demandait d'adopter quelque chose qui était totalement étranger à leur ligne éditoriale. Donc c'était déjà une première raison des refus. Après, la seconde, et celle que j'ai entendue le plus personnellement, parce que j'étais pas seule à chercher, il y avait aussi l'équipe de Billy Bock qui cherchait de son côté, mais ce qui nous était opposé comme argument, c'était que Papillon Noir, c'était un livre de niche. Et c'est cette manière très polie de faire comprendre qu'en fait, il n'y a que des Noirs qui vont l'acheter, en fait. Donc, aucune chance que les autres puissent concevoir que l'histoire d'Adé soit universelle comme n'importe laquelle. Et niche qui cartonne. Voilà. Et en fait, ça a quand même duré plusieurs mois, un peu plus de 6 mois avant de trouver une solution. Et puis surtout, ça a été très violent. Je me doutais que j'allais, pour avoir travaillé aussi un peu dans l'édition, je me doutais que j'allais recevoir ce type de refus totalement discriminatoire et raciste. Mais quand on le vit, avant même d'avoir ouvert la bouche, en fait, on nous dit qu'on ne publie pas une femme noire qui publie pour les filles noires, je ne savais pas que j'étais ça et que c'est ce que mon parcours disait, en fait. Et c'est extrêmement violent parce qu'en fait, il n'y a aucun dialogue qui est possible, en fait, avec ce type d'éditeur ou d'éditrice. Je devais faire le choix de soit accepter les modifications qu'on me demandait, donc souvent c'était d'universaliser le propos, d'universaliser Adé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut la transformer en animal pour que ce soit plus parlant ? Je ne sais pas. Je ne saurais jamais, je pense. Ou alors, de rester fidèle au projet que Barbara Brun et moi on avait initié, et auquel cas accepter peut-être que aucun éditeur le reprendrait, et donc on le garderait dans un tiroir, quoi. Et heureusement, au final on a eu la chance, j'ai eu la chance qu'une amie me dise que les éditions Cambourakis, que je connaissais par leurs essais féministes, faisaient de la littérature jeunesse, parce que j'ignorais totalement, et ça a été une vraie rencontre, parce que eux de leur côté connaissaient le livre et ne savaient pas en fait que la maison d'édition avait fermé, et moi de mon côté, j'adorais ce qu'ils faisaient, donc j'étais très honorée en fait de voir que Papillon Noir allait devenir le premier livre pour enfants de la collection Sorcière. C'était, en tant qu'afroféministe et lectrice et littéraire, c'était extraordinaire. L'une des choses principales qui ressort de ce livre, c'est l'estime de soi et la manière dont on peut faire pour s'accepter finalement.
Alors, comment la littérature jeunesse, elle peut jouer un rôle dans ça, dans l'acceptation de soi quand on a un enfant ou un adolescent ? Tout simplement parce qu'en fait, on comprend qu'on peut appartenir à un imaginaire collectif. Quand on grandit, en tout cas dans ma génération, et que tu n'as aucune princesse noire Disney, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas être actrice dans cet imaginaire. Une princesse, elle n'est pas noire. Une princesse, elle est forcément blonde aux yeux bleus, ou peut-être brune un petit peu, ou peut-être châtain. Et Pocahontas, à l'époque, c'était ce qui était le plus proche de moi, quoi. Donc voilà, il y a déjà... la littérature jeunesse, c'est le premier miroir, et en plus déjà le premier média auquel on est confronté tout simplement par l'école. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de tomber sur un livre que de compter sur la projection d'un petit film de temps en temps que le prof aura choisi de montrer. Et donc, quand on est face à toute une littérature où on est invisible, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas pensé comme appartenant à la norme. Ça veut dire que du coup, on est différent, mais encore on est différent. Donc on commence à se demander s'il y a un problème pour qu'on n'apparaisse pas. Et en fait, finalement, on nourrit ce désamour de soi et aussi ce manque de confiance en soi parce qu'une société nous dit qu'on n'existe pas, en fait, qu'on n'est pas pensé, qu'on n'est pas prévu. Voilà, j'aime bien prendre l'exemple des petites brosses qu'il y avait en cadeau avec des petits magazines, dans des petits magazines féminins. Et en fait, la brosse, elle se pète dans tes cheveux, en fait. Parce qu'on n'a pas pensé que des petites filles noires avec des cheveux crépus 4C allaient peut-être lire ce même magazine. Donc j'y avais jamais pensé non plus. Ah, moi, c'est assez évident. Ouais, ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai encore un souvenir très amer. Ah, j'avais 8 ans. Mais bref, la littérature jeunesse est vraiment le premier miroir auquel on fait face étant enfant. Et quand on voit aussi le professeur mettre en avant ce médium-là, on se dit, mais pourquoi dans tous les livres qu'on a vus, il n'y en a aucun qui me ressemble, en fait. Et est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages d'enfants ou de parents qui ont vraiment été touchés par votre livre et dont ça a eu un impact évident ? Tous les jours. Tous les jours, je reçois minimum un message, soit de parents, notamment par rapport à la tranche d'âge visée. Donc, je ne pense pas que des enfants de 4 ans m'écriraient un petit mail. Mais oui, il y a énormément de parents qui se sentaient extrêmement démunis, soit par rapport au fait que leurs enfants ramenaient de l'école toutes ces moqueries et ne voulaient plus qu'on leur lave les cheveux, ou voulaient absolument les lisser, ou voulaient ne plus aller à l'école quand l'harcèlement scolaire était tel que ils ne souhaitaient plus retourner en classe. C'est vraiment un livre qui a suscité beaucoup de merci, en fait. C'est vraiment je compare avec un Manu ou même avec un autre livre où on va dire ce qu'on en a pensé par rapport à l'histoire. Mais Papillon Noir, 90% du temps, on dit merci pour ce livre. Merci pour ce livre parce qu'on n'avait rien, parce que c'est le livre que j'aurais voulu avoir plus jeune, parce que maintenant ma fille me demande de le lire tous les soirs et que maintenant elle essaie de reproduire les coiffures d'Adé. Merci parce que j'ai vu mon élève repartir en vacances avec ce livre et revenir avec un afro à la rentrée. Voilà, j'ai eu énormément de témoignages et aussi tellement de témoignages, pas seulement de l'impact que ce livre a, mais aussi de toutes les histoires qui restent à écrire, en fait. Le nombre de fois qu'on me demande s'il va y avoir une suite, s'il y aurait la même chose avec un garçon. Ça pourrait être bien, ça. J'ai pas prévu de faire de saga façon Martine, mais pourquoi pas. Mais voilà, il y a une vraie mobilisation, en fait. Et c'est vraiment un livre qui est support de discussion entre parents et enfants, mais aussi entre professeurs et élèves. Enfin, vraiment, dans ce rapport entre l'enfant et l'adulte. Et ça inclut aussi des petites filles qui me disent il est où le deuxième? Des fois j'ai des petites vidéos comme ça met un peu la pression. Je pense notamment là récemment il y a eu une petite fille à qui on a rasé la tête, horrible actu. Donc, alors même si on connaît pas tout ce qu'il y a derrière, on sait qu'il y a un soupçon de racisme lié à ses cheveux, forcément. Et aujourd'hui, vous avez partagé le message de parents en Martinique qui dénonçaient l'école de leur fils, qui leur a demandé de lui couper ses cheveux. Parce que, alors je cite, « La directrice nous a convoqués une première fois pour nous demander de couper les cheveux de Cameron, car cela pouvait poser des problèmes d'hygiène, donc des poux, nous a fait remarquer qu'il n'était pas correct pour un garçon d'avoir les cheveux longs, que notre fils ressemblait à une fille, que ses cheveux lui causeraient des problèmes identitaires, qu'avec sa coupe de cheveux, il ne trouverait pas de travail, qu'un garçon aux cheveux longs fait bad boy, etc. Complètement outrés, nous avons bien évidemment refusé de changer l'apparence et la nature de notre garçon, qui est vraiment fier de ses cheveux.
Pour nous, c'est de la discrimination. Néanmoins, pour adoucir les tensions et éviter toute représaille envers notre garçon, nous avons taillé son afro. Par ce geste, la directrice a décidé de tolérer Cameron, qui était menacé de ne pas être accepté à l'entrée de l'école s'il se présentait avec l'afro. Donc il y a une suite où la mère explique comment ça s'est passé. Alors je vous invite, on partagera le lien vers le message Instagram. Alors bon, j'ai bien envie d'y aller franco en demandant est-ce que finalement votre livre, il devrait pas être au programme des écoles. Enfin, que ce soit pour faire comprendre et aux élèves et aux professeurs et en fait à tout le monde que les cheveux crépus, c'est juste des cheveux comme n'importe quel cheveu et ça nécessite pas autant de haine. Il y a des professeurs qui m'ont demandé ça, exactement la même question. Et clairement, je pense que c'est... en fait, c'est clairement pour l'avoir présenté en classe, c'est clairement un livre qui permet d'aborder des discussions qu'on n'a jamais abordées, que ce soit sur le racisme en tant que tel, mais aussi sur même le colorisme, sur la question du cheveu, pourquoi en fait se moquer que des cheveux crépus, en fait ça cache un fond de racisme, etc. etc. Et ces discussions ne marchent pas uniquement parce que je suis là, elles marchent surtout quand il y a un enseignant ou une enseignante derrière qui prend le parti d'avoir ces conversations-là. J'ai eu la chance de voir que Papillon Noir avait été aussi cité dans un manuel scolaire sur l'égalité des genres. Et voilà, il faut que... C'est un effort collectif. De la même manière que transformer la littérature jeunesse de demain afin que soit vraiment représentative dépend du lecteur. Est-ce que c'est les lecteurs qui font comprendre aux éditeurs on veut plus de livres comme ça ? Achetez mon livre. De la même manière que c'est un effort collectif en tant que lecteur, c'est aussi un effort collectif dans l'éducation nationale de faire comprendre que dans l'espace même scolaire, il y a des rapports de domination qui se font. Il y a des discriminations qui se font. Ce n'est pas parce que ce sont des enfants qui sont exempts de racisme. Ça aussi, on l'a beaucoup entendu quand nous étions jeunes. Voilà, on ne peut pas inventer et se cacher derrière une innocence présupposée des enfants quand on sait qu'à 4 ans, voilà, un petit garçon peut risquer d'être viré de son école pour la nature de ses cheveux, en fait. De la même manière qu'on ne peut pas ignorer qu'une petite fille de 3 ans est revenue auprès de ses parents et quelqu'un a estimé qu'il avait le droit de raser une partie des tresses d'un enfant d'autrui sans l'accord des parents, sans le consentement de l'enfant, etc., etc. Est-ce que ce serait arrivé si c'était une petite fille blonde aux yeux bleus avec les cheveux lisses ? Est-ce qu'on se serait permis, de la même manière qu'on se permet de toucher l'afro des personnes noires dans le métro alors qu'on ne les connaît pas, est-ce que ce même geste laxiste est justifié dès lors qu'en fait on est face à des cheveux crépus? Non, en fait. Donc toutes ces attitudes en fait sont les symptômes d'un racisme en fait qu'on a dans la société et qui passe autant par des personnels d'école que par les enfants entre eux. Voilà, c'est une reproduction en fait de comportements, c'est une reproduction de discriminations qui sont véhiculées, validées indirectement ou insidieusement par tout ce que l'on voit aujourd'hui en fait en général. Donc oui, je pense que ce livre déjà, s'il était en classe, rassurer les enfants par rapport aux 50 000 autres bouquins où ils n'y sont pas, déjà. Et puis ensuite, déjà, pourrait permettre une conversation. Mais c'est une conversation qu'il faut que les enseignants et enseignantes acceptent de prendre. L'un des premiers retours que j'avais eu lors de la première édition de Papillon Noir, c'était justement un professeur noir qui avait essayé de présenter à l'école auprès de l'équipe pédagogique mon livre et le directeur avait répondu que c'était un livre communautariste. Voilà. Donc, il y a vraiment des barrières à toutes les échelles, en fait. Donc, c'est vrai que la littérature jeunesse n'a jamais vraiment été très représentative des différences, des éventuels questionnements qu'un ado pourra avoir sur sa sexualité, par exemple. Mmh. Alors, je connais moins ce qui se passe aujourd'hui parce que j'ai pas d'enfants et ni forcément de petits-enfants dans mon entourage, donc je me rends pas bien compte, mais je vois de plus en plus passer des livres féministes dès le plus jeune âge, des choses sur la transidentité, même sur le corps, mais la dimension raciale a l'air d'être un peu le sujet qu'on met de côté ou qu'on a du mal un peu à prendre à bras-le-corps. Donc on va pas faire de pub, mais il y a eu pas mal de polémiques récemment sur des livres jeunesse ouvertement racistes et sexistes qui continuent de circuler. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie ou est-ce qu'il y a encore pas mal de choses à changer ?
Alors pour moi, en fait, il y a deux vecteurs pour que on est sur la bonne voie. Puisque je pense que l'aventure de Papillon Noir le prouve, c'est qu'il y a Papillon Noir, il faut quand même le rappeler, qu'il a commencé dans un mode d'édition indépendante, hors des circuits traditionnels, puisqu'on est passé par une campagne, etc., et qu'il est arrivé beaucoup plus tard dans le circuit, avec un gros circuit de distribution, de diffusion, etc., etc. Donc ça reste trop rare. Et en plus, il y a toujours ce risque de se dire « Ah, il y a un bouquin qui parle de ça, donc n'en faisons pas d'autres », qui est très, très, très français. Mais clairement, pour moi, il y a vraiment deux vecteurs d'amélioration. C'est à la fois l'exigence des lecteurs. Je ne répéterai jamais assez que ce sont les lecteurs qui font la littérature de demain. C'est eux qui vont faire en sorte de faire comprendre à l'éditeur en fait, on veut plus de livres comme ça. Et clairement, l'éditeur, il veut juste... il veut pouvoir, justement, faire vivre sa maison d'édition. Donc, il va voir les tendances, en fait, que les lecteurs veulent revoir, etc. Quand on a 50 000 livres sur les vampires dans les années 2010, etc., c'est bien parce que les éditeurs ont vu qu'il y avait quand même un engouement par rapport à ce type de littérature-là. Donc déjà, il y a vraiment une notion de lecteur responsable que les gens doivent comprendre et appréhender leur rôle, en fait, d'acteur, en fait, dans cette transformation de la littérature jeunesse. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, et le plus dur, c'est qu'il faut que le monde de l'édition, en fait, se positionne dans cette conversation-là. Ce n'est pas un hasard si, dans certaines collections qui veulent justement traduire énormément des œuvres dites diversifiées anglophones, vont traduire les numéros qui portent sur la notion de sexisme, mais quand c'est sur le racisme, on a oublié ce petit... on ne fera pas de pub, mais quand on va oublier malencontreusement la traduction de ce livre qui portait justement sur le racisme et qui mettait en avant un personnage racisé, etc., etc. Donc il y a une responsabilité qui incombe au monde de l'édition de s'emparer de ces questions-là, d'accepter aussi qu'en refusant cette conversation-là, il perpétue autant dans les équipes que dans la production même de cette littérature qu'il perpétue, du coup, le maintien de ces discriminations. Donc, en l'occurrence, le racisme, mais aussi la xénophobie, l'islamophobie, aussi, qu'on retrouve en littérature jeunesse, aussi la grossophobie, parce que, bref, je ne citerai pas de titres, c'est très dur, mais voilà, il y a beaucoup d'exemples. Après, on peut en citer pour ne pas les acheter, justement, mais ça peut faire l'effet contraire. Ils sont faciles à trouver. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie responsabilité de accepter qu'il faut avoir cette conversation. Si en 2019, on a un collectif de femmes bédéistes qui dénoncent le fait que même le prix d'Angoulême n'avait aucune femme ou pratiquement aucune femme lauréate, c'est bien parce que c'est un monde d'édition qui n'a pas voulu entendre pendant des années, en fait, pendant des décennies. C'est les mêmes barrières. Il faut juste savoir, en fait, quel rôle on peut jouer quand on a conscience, en fait, de ce qui se joue actuellement, quoi. Ce qui m'a frappé, moi, dans Comme un million de papillons noirs, c'est les illustrations qui sont vraiment belles, avec des peaux noires réalistes de différentes carnations, des cheveux avec des textures différentes. Et même dans le texte, les mots sont vraiment justes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement chez les personnages non blancs, et notamment dans la littérature jeunesse. Parce qu'il y a un champ lexical un peu cliché ou très grossier. Et là, c'est vraiment pile poil dans le mille. Donc moi, je me demande, est-ce qu'il faut forcément que l'auteur soit concerné par la thématique pour bien écrire ? Alors, je vais me faire taper sur les doigts. En fait, c'est un vrai débat dans le sens où... moi, je suis toujours partisane, en fait, de faire un état des lieux pour voir, en fait, quelles réponses on peut accorder à ce genre de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien d'auteurs qui ne sont pas concernés ont fait ce type de livre ? Il y a des livres sur le racisme en France. Il y a des livres qui ont voulu tacler dans une démarche de message de tolérance, ces problématiques-là, sans réussir, souvent en reproduisant les mêmes stéréotypes. Et finalement, on a une décennie de livres qui sont présentés comme « Mais vous voyez, il y a des livres qui parlent du racisme, qui reproduisent eux-mêmes, en fait, le racisme. » Donc,
face à cet état des lieux qui est plus qu'alarmant, et c'est la même chose pour les autres discriminations, oui, il est temps qu'on laisse les personnes concernées en fait produire. Il est temps qu'on laisse les personnes concernées corriger tout ce qui a été véhiculé par des stéréotypes, par des illustrations où l'afro est juste un gribouillis, comme on peut le voir dans certaines BD des années 90, où une personne noire a juste des lèvres roses épaisses, parce que c'est toujours très sympa de réactualiser Banania, visiblement. Bref, il est temps qu'on laisse justement les artistes concernés par ce qu'ils vivent se raconter, en fait. La tradition selon laquelle, là je vais parler surtout des personnes afrodescendantes, mais la tradition selon laquelle les personnes afrodescendantes sont racontées remonte depuis les premiers récits de voyage où on a découvert qu'il y avait des indigènes de l'autre côté de la mer. Prendre les Noirs comme sujet sans être concernés par ce qu'ils vivent, c'est une tradition dans la littérature française. Que ce soit le roman, que ce soit l'essai, que ce soit la littérature jeunesse, c'est une tradition. Donc, s'il y a un truc à changer aujourd'hui, c'est ça. Et les personnes qui adorent ensuite se dire, oui, mais si on n'est pas concerné justement par le racisme, mais qu'on va en parler, pourquoi on n'aurait pas le droit? Est-ce que c'est pas de la censure? Non, en fait, si on veut vraiment aider, c'est qu'on accepte de comprendre qu'on appartient à un problème de société. Et donc, qui dit société dit que la petite échelle individuelle avec toutes les bonnes intentions du monde ne peut pas rompre avec toute une tradition qu'il y a eu sur plusieurs siècles dans la manière de raconter donc les corps et les expériences et les personnes minorisées, que ce soit les afrodescendants ou pas d'ailleurs. Donc pour moi, on est clairement dans cette phase où il est temps de laisser la parole aux concernés. Parce que nous prendre comme sujet, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, laisser les personnes se raconter, laisser les personnes raconter aussi leur famille. Moi, clairement, je n'ai jamais vu de livre pour enfants où on voit que, en fait, si on met des personnes noires, elles sont de différentes cultures. C'est pas des noirs, c'est différentes cultures afrodescendantes. Et comme je le rappelle souvent, c'est même à l'image de ma propre famille. Ma mère étant martiniquaise, mon père est congolais. Ce type de métissage qui en est un, et qui n'a pas forcément besoin d'un parent blanc pour l'être, rappelons-le, n'apparaît pas en fait. Je parle avec ironie, mais quand je me retrouve dans une classe où on me dit que oui, le métissage, c'est avoir un parent blanc, et que je leur dis en fait, alors moi je suis quoi? Ils savent pas trop parce qu'on n'en parle pas. Quand je leur dis que voilà, j'ai des amis qui sont à la fois asiatiques et afrodescendants, on n'en parle pas en fait. On ne pense pas à ces autres histoires. Donc il est temps de laisser en fait les autres récits minorisés et invisibilisés surtout se raconter. Donc, à ce propos, vous avez donné des ateliers en collaboration avec la revue Ataillé. Et le but, c'était d'apprendre à bien écrire les personnages afrodescendants. Aux US, il y a une autrice qui s'appelle Donielle Clayton, qui s'est spécialisée dans ça. Et son métier donc, s'appelle Sensitivity Reader. Et donc, le magazine américain Vulture avait écrit un article pour expliquer son job, qui est basiquement de relire les livres d'autres auteurs, connus ou pas, pour leur éviter d'écrire des clichés ou des grosses erreurs sur les persos noirs notamment. Mais ça peut être aussi des femmes, des personnes LGBT selon la personne qui le fait. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se développer un jour en France? Alors, en vrai, on va dire que je suis pessimiste. En fait, je dirais donc que nous n'y sommes pas encore. C'est-à-dire que, de la même manière, je connais très bien le travail de Clayton et je m'y étais intéressée parce que justement, je me suis posé la question, en fait, est-ce que ça serait possible d'avoir ce type de dispositif en France? Et en plus, que certaines associations jeunesse proposent, Diversité and Kids, fait un vrai accompagnement sur ces questions-là, parfois quand des auteurs ou des illustrateurs aussi posent la question de voilà, je fais tel texte et j'aimerais avoir un second avis. Le problème, c'est qu'en France, déjà, on a du mal à laisser les concernés s'exprimer. Donc si en plus on leur dit qu'on a une expertise sur ce que l'on vit, ah mon Dieu, non, on va nous dire que nous ne sommes pas assez objectifs, qu'on est dans l'émotion, qu'on se victimise, etc. Tout ce que l'on voit déjà aujourd'hui, en fait. Donc, si ça doit arriver en France, ça n'arrivera pas du tout de suite. Et en fait, c'est vraiment aussi en termes d'histoire aussi, de rapport à l'édition, en fait, et à la publication. À l'heure d'aujourd'hui, où on est vraiment dans des
problématique de paye ton auteur aux États-Unis. C'est un très bon podcast qui expliquait ça. Aux États-Unis, les auteurs sont en train de manifester pour avoir 50% des droits d'auteur en fait sur un livre. Là où nous, en fait, on est en train de lutter pour réclamer ne serait-ce que d'être payé dans certains cas. Donc c'est vraiment pas la même. Voilà, c'est vraiment pas à la même vitesse. Pour des questions historiques et économiques aussi notamment. Mais ouais, je suis pas sûre. On taxerait déjà l'exercice de communautariste en fait. Tout de suite. Et c'est aussi un peu ce qui nous avait été un petit peu reproché avec De quelle couleur est ta peau noire, donc ce cycle d'ateliers d'écriture créative, c'était de proposer un espace où on s'intéresse à ces questions-là. L'atelier en lui-même n'était pas en non-mixité. On a juste acté en fait que voilà, c'était les thématiques qui étaient abordées étaient aussi dans cette démarche de rendre d'empouvoir, comme diraient nos amis canadiens, d'empuissancement, d'empouvoir en fait les femmes noires à se raconter, puisqu'il y a vraiment un complexe par rapport à la création que les personnes racisées ont intériorisé, et particulièrement les femmes noires. Et ça se voit dès l'enfance, puisque même quand je vais dans les classes et que je présente ce livre, 90% du temps, la question qu'on me pose, c'est « Est-ce que c'est vous, Adé, madame ? Est-ce que vous avez réussi à mettre votre histoire dans un livre ?» Donc il y a déjà ce truc par rapport à l'élitisme du livre qui est qui est intériorisé très jeune. Et moi-même, il y a 6 ans, je ne pensais pas que je serais auteur. Je ne pensais même pas à la publication, puisque je ne voyais pas d'auteur qui me correspondait, ou je ne voyais pas d'intérêt dans ce qui était publié pour des histoires comme la mienne. Les histoires plus proches de moi, c'était soit une traduction de toute la littérature anglophone afrodescendante que l'on connaît, soit des récits qui se passent en Afrique francophone, mais surtout pas sur le sol français. Et ça reste une exception, puisque bon, il y a très peu de récits afro-européens que l'on met en avant, mais surtout que l'on valorise et qui existent en fait. Donc vous diriez que c'est difficile d'être une auteure afro en France ? Ah oui. C'est dur. Et en fait, je pense que c'est dur pour plusieurs raisons, dans le sens où... En fait, ce qui fait tenir, c'est vraiment les gens. Déjà, ce qui fait tenir, c'est vraiment les gens, je tiens à dire. Et c'est aussi d'avoir une équipe derrière qui nous comprennent. J'ai eu la chance quand même d'avoir... l'équipe de Billy Bock avait pour ligne éditoriale en fait de proposer une littérature diversifiée. Donc j'ai pas eu à faire de compromis sur ce que je voulais proposer. J'ai pu parler du fait que voilà, c'est important de montrer plusieurs carnations, plusieurs types de cheveux. Il y avait vraiment cette démarche là que l'on partageait. Et pareil avec les éditions Cambourakis et la collection Sorcière, il y a cette démarche de prendre le livre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un support de discussion et aussi de transformation de la société. Après, bon, je salue mon éditrice de Sorcière, parce que je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche, mais je pense qu'on partage un peu ce même rapport à la littérature et aux essais. Et en fait, donc c'est ce qui aide à tenir, parce que le gros risque, c'est qu'on nous traite comme l'exceptionnel. Quand je pense au travail de Randy Bussy avec sa bande dessinée Afrofuturisme Molatako, quand je pense à Neiba Je sais tout de Madina Guissé, quand je pense... il y a une vraie richesse en termes de création, notamment par des artistes afrodescendants, qui est là en France, mais qui est cantonnée à l'autopublication. Parfois c'est un choix, parfois ça ne l'est pas. C'est bien qu'il y ait un problème de l'industrie en fait traditionnelle en face, en fait. C'est une réponse à ce qu'on ne nous donne pas la possibilité de faire. Et je ne prends pas du tout pour acquis le succès de Papillon Noir. Je pense, là actuellement je travaille sur un roman graphique qui met en avant aussi une jeune femme noire et une histoire d'amour, etc., etc. Justement, vous voulez continuer aussi dans la littérature jeunesse, ou en tout cas young adult, comme on dit Alors, parce que j'aime bien la difficulté. Là, je suis partie sur un roman graphique pour young adulte et adulte surtout, mais aussi sur une trilogie fantastique inspirée des mythes d'Afrique francophone. Donc là, c'est vraiment pour un public adulte en tant que tel. J'aime bien aller en fait où on ne m'attend pas en fait. Et je veux aussi montrer en fait qu'il y a tellement d'histoires à écrire. Il y a tellement d'histoires à écrire, il y a tellement de choses qui n'ont pas été faites que c'est un terrain de jeu en fait. Maintenant, il faut juste trouver l'éditeur ou l'éditrice qui va justement
le comprendre et ne pas penser que... Parce que c'est les mêmes arguments. On va nous dire que en France, des nédis au corps à fort, ça ne marche pas autant qu'aux États-Unis, donc le public français n'aime pas. En France, quand je cherche des bandes dessinées ou des romans graphiques avec une femme noire où l'action se passerait ici, j'ai plus de chances de tomber sur un comics avec une femme afro-américaine ou sur une bande dessinée qui traite de la guerre dans un pays d'Afrique francophone, voilà, dans les années 90, quoi. Je ne me vois pas en bande dessinée, je me vois très peu dans la littérature fantastique, je me mets au charbon comme je l'ai fait pour la littérature jeunesse. Après, je ne sais pas si je réussirai à sortir ces projets, mais... Un appel aux éditeurs, éditrices qui nous écoutent est lancé. Vous pouvez me trouver sur Internet. Mais voilà, c'est vraiment une ambition et surtout, je ne suis pas la seule, en fait, à créer. C'est vraiment ça aussi que j'aimerais souligner, c'est que je ne suis pas la seule à créer. Il n'y a pas que AD, il y a plein AD a plein de copines, en fait. Et c'est au monde de l'édition de se saisir de cette richesse-là, en fait. Je demande tout le temps aux invités de me dire ce qui les a aidés à s'accepter, à s'estimer, à se regarder en face d'un miroir et se dire « je m'accepte ». Ça peut être un livre, un film, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux personnes qui nous écoutent, qui pourraient les aider ? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand même le cinéma. Le cinéma m'a énormément aidée parce que j'ai commencé à écrire très très jeune parce que justement je ne pouvais pas faire de film en fait. C'est-à-dire que je dessinais et j'écrivais des histoires qui étaient un peu détournées de films d'animation ou de films américains où soit il n'y avait pas de personnages comme moi, soit il y avait justement des personnages afro-américains. Et je me disais, comme j'ai pas les moyens de faire un film, je vais faire un livre. En fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'est parce que j'ai fait des versions alternatives de séries que je regardais en me mettant dedans avec des gens de mon entourage, etc. Le cinéma est d'une grande richesse. Même s'il y a quand même toujours certaines problématiques qui sont présentes, que ce soit le colorisme, quand il est question de mettre en avant les communautés afrodescendantes ou autres. Mais je trouve que visuellement, c'est d'une grande richesse. Et il y a un film en particulier qui vous a bouleversé ? Ouais, s'il y a un film qui m'a bouleversé et je pleure chaque année en le regardant, c'est Couleur pourpre. Couleur pourpre est vraiment très beau parce qu'il y a tout dans ce film en fait. Il y a la misogynie noire, il y a la sororité, il y a le rapport aux cheveux, il y a la notion de beauté. Et en plus, c'est surtout l'histoire d'une petite fille à qui on a dit toute sa vie qu'elle était laide, au point qu'elle n'envisage même pas, lorsqu'elle est adulte, d'avoir une sexualité avec quiconque, qui en plus est dans une société raciste à l'époque. Je ne sais plus si il y avait encore la ségrégation raciale au moment je crois au début du film, c'est le cas. Mais bref, et ouais, c'est extrêmement riche. Et en fait, c'est un parcours d'émancipation. C'est un personnage en plus qui ne correspond pas aux modèles de beauté qui sont véhiculés aujourd'hui, tant dans la question du colorisme ou ailleurs. Et qui triomphe, en fait. Qui triomphe. Et je pense que c'est pour ça que j'ai 26 ans et ce film me fait toujours pleurer, en fait, parce qu'il y a ce moment, à la fin, où elle trouve ce qu'elle doit trouver. C'est au moment de sa vie où elle est la plus aboutie qu'elle retrouve sa sœur. Qu'elle retrouve l'amour, ce qu'elle recherchait, l'amour familial en plus. Donc là on tombe pas non plus dans cette nécessité de faire une happy end avec une relation romantique, etc. Il est hyper riche, ce film. Il est hyper riche. Franchement, il est hyper riche. Et c'est aussi un livre par ailleurs. Et c'est ainsi un livre par ailleurs. Mais le problème, c'est que quand j'aime un film, j'achète le livre religieusement, mais je ne le lis pas. J'ai trop peur. Et comme vous êtes autrice, je peux vous demander quel est votre auteur préféré ? Parce que je sais que c'est dur. Ah là là. Ça, c'est la question qui devrait être interdite. Non, en vrai, je sais tout de suite, en fait, c'est Toni Morrison. C'est pas seulement en tant qu'auteur, c'est aussi par son parcours. Toni Morrison, elle a été éditrice. Elle a écrit son premier livre à 36 ans, en élevant seule, en tant que mère célibataire, ses 2 enfants à 4 heures du matin. Elle écrivait « Beloved ».
où elle écrivait L'œil le plus bleu, il me semble. C'est incroyable. Elle était dans des conditions. Elle est aussi celle qui a publié pour la première fois Angela Davis. Donc toujours dans ce truc de transmission, elle est phénoménale, Toni Morrison. Toni Morrison, elle bat tout le monde. Et c'est elle qui a inspiré le livre. Et c'est elle qui a inspiré le livre. Et pour la petite histoire, ma mère n'est pas du tout une grande lectrice. Elle adore lire les biographies ou les autobiographies, mais tout ce qui est fiction, elle déteste ça. Elle déteste lire. Bref. Et malgré tout, elle avait tous les classiques qu'il fallait avoir ce dont elle est, c'est-à-dire Racine, Beloved aussi. Et donc, elle avait ce petit article où elle disait, où c'était écrit que Toni Morrison était la première femme noire à avoir eu le prix Nobel de littérature. Et à chaque fois, elle me disait, il faut que tu connaisses cette femme. Et je lui disais, mais tu l'as lu ? Elle me fait, non, mais il faut que tu connaisses cette femme. Et évidemment, comme on n'écoute pas ses parents, j'y suis revenue à 18 ans à cet auteur. Et la probabilité qu'un jour j'écrive un livre inspiré d'une de ses citations, mais c'est incroyable. Donc, voilà, j'adore cet auteur. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup. C'était l'épisode 12 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes et à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Pour rattraper tous les autres épisodes, rendez-vous sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci, à dans 2 semaines. Binge.